voici les éléments que nous allons aborder pour ce soir. Donc, c'est une introduction au logiciel CS Pro, les avantages et les inconvénients de CS Pro par rapport aux autres outils de saisie de données. On verra comment télécharger et installer l'application CS Pro. Et il faut le dire, c'est une application gratuite. Et on verra ensuite comment créer un dictionnaire de données. C'est sur ce point qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et à la fin, il y aura un exercice. Justement, comme j'ai eu à le dire lors de la dernière rencontre, un exercice pour cette formation, mais tous ceux qui suivent cette formation ayant un travail de recherche en cours, donc plus précisément les thésards, sont encouragés à appliquer ça directement sur leurs propres travaux. Ça veut dire que si vous avez votre thèse qui est en cours, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, il faut faire l'effort de l'appliquer à votre travail avant la prochaine rencontre. Ça, c'est crucial. Et je vous exhorte vraiment à ne pas remettre à demain. Ne laissez pas passer quelque chose qu'on a fait avant la prochaine séance. Vraiment, battez-vous pour que tout ce que nous allons faire, que vous l'appliquiez avant la prochaine séance. C'est ainsi qu'on pourra avancer convenablement. Voilà. On va commencer donc par la notion de masque de saisie. Et pour quelles raisons est-ce qu'il faut utiliser un masque de saisie? Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut utiliser le masque de saisie? Donc, comme définition, je vais la saisir là sur l'écran pour que vous voyez bien. Ce qu'on appelle masque de saisie, c'est, premier point, une application, donc un logiciel ou une application qu'on a conçue qui permet la saisie des données collectées. En général, ce seront des données quantitatives. Voilà, j'y arrive. Avec le moins d'erreurs possible et le plus rapidement possible, de manière à permettre une analyse statistique dans un logiciel adapté. Voilà les éléments qu'il faut pour qu'on parle d'un masque de saisie. C'est une application que je conçois qui va m'aider à saisir les informations que j'ai collectées. Parce que lorsqu'on fait la recherche en général, on va sur le terrain, on va remplir des questionnaires, ou alors on peut être dans un laboratoire, on va collecter des informations sur les échantillons et on va les saisir donc dans un masque de saisie. Premier point, il faut que je limite au maximum le risque de faire des erreurs. Ça, c'est le premier élément lorsqu'on parle de masque de saisie. Le deuxième élément, c'est que je dois aller le plus vite possible. La vitesse ici va se jouer sur la capacité à faire des sauts ou à faire des contrôles. Voilà, on verra quelques exemples tout à l'heure. Et à la fin, ce que j'ai saisi doit me permettre de faire une analyse statistique des données. Et je vais commencer donc par dire ce que ce n'est pas un masque de saisie. Lorsqu'on parle de masque de saisie, je vais mettre ici en gros caractère là, ce n'est pas, premièrement, un fichier Excel. Et j'ai promis la dernière fois que j'expliquerai pourquoi le fichier Excel ne convient pas à cette définition de masque de saisie. C'est vrai, on peut saisir les données dans Excel, donc données quantitatives, mais il y a un problème qui va se poser avec les erreurs. Là, je vais ouvrir une feuille Excel pour partager, pour que vous voyez un peu de quoi est-ce que je parle. Voilà, je vais ouvrir juste un nouveau fichier Excel là. Donc, lorsque je veux entrer les données dans Excel, en général, pour ceux qui ont eu à le faire, je vais mettre les noms des variables dans la première ligne ici. Par exemple, j'aurai l'âge, j'aurai sexe, j'aurai profession, j'aurai antécédents médicaux, peut-être HTA, diabète, etc., etc. Et on va souvent s'accorder pour dire la première ligne concerne les individus. Donc, je vais mettre là peut-être numéro,
numéro d'ordre. Donc, les lignes vont concerner les individus. J'aurais par exemple ici patient numéro 001 qui a 20 ans, qui est de sexe masculin, qui est peut-être fonctionnaire, mettons ça comme ça. Antécédents médicaux, je mets non. HTA, je mets non. Diabète, je mets non. Ainsi de suite. Et je vais passer au deuxième patient. Donc, genre, quand on saisit les données dans Excel, c'est de cette façon qu'on va le faire. Le premier problème qui se pose, c'est sur la vitesse de saisie. Vous allez voir que ici, quand bien même j'ai mis non à antécédents médicaux, il va falloir que je vienne encore remplir non pour diabète ou pour HTA. Je ne peux pas faire de telle sorte qu'en mettant non ici, le logiciel saute ces deux questions pour venir à la question suivante ici. Et ça, c'est une grosse limite. Parce que là, par exemple, je n'ai mis que 5 questions, mais dans un vrai questionnaire, on aura 200 questions, par exemple, avec peut-être 20 ou 30 questions où il va falloir faire ce saut-là. Et comme dans Excel, je ne peux pas intégrer ce saut, ça devient une première limite. Donc, ce n'est plus vraiment un masque de saisie que je peux avoir lorsque je travaille sur Excel. Le deuxième problème, ça concerne le risque d'erreur. Le risque d'erreur. Là, c'est un peu plus facile parce que j'ai juste quelques individus devant moi. Oui, on est là, levez la main. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat si c'est urgent ou noter les questions pour qu'à la fin, on en discute. Ok, merci donc pour la présentation. Je suis en train de voir, j'ai pas bien saisi ce que vous avez dit concernant le premier défaut d'Excel. Vous avez fait part du fait que lorsqu'on saisit, par exemple, les antécédents et non, j'ai pas bien compris la relation, ce qui fait ça inadéquat. Ok, Le fait qu'il y aura très bien. plusieurs questions, j'ai pas compris en fait. D'accord, je reprends ce point-là. Mais comme j'ai dit, c'est mieux d'écrire dans le chat, n'est-ce pas? Je peux voir quand vous écrivez un message et je peux revenir dessus au besoin. Donc, je dis ceci. Lorsque je suis en train d'entrer les données pour ce patient, je mets par exemple la motif de consultation. Voici les variables que j'ai eu à collecter. Numéro, d'ordre, âge, sexe, profession, antécédents médicaux, oui ou non. Si oui, HTA, diabète et motif de consultation après. Dans un masque de saisie, normalement, pour accélérer la saisie des données, je dois pouvoir intégrer un contrôle ici. Ça veut dire quand quelqu'un répond non dans antécédents médicaux, je dois normalement passer directement à la question motif de consultation. Ce n'est que la personne qui a répondu oui que je dois venir maintenant pour HTA et pour diabète. Or, dans Excel, je ne peux pas intégrer ce genre de contrôle. Ça veut dire que même quand je mets non ici, je serai obligé de repasser par les cases qui sont là avant d'arriver à la case qui vient après. Bon, là, je n'ai peut-être que deux éléments. Mais si je prends le cas des césariennes, parfois vous avez voie d'accouchement 1, voie basse 2, césarienne. 6 césariennes, indications. Vous avez une liste de 15 indications possibles. Normalement, la femme, ce qu'on a mis voie basse comme voie d'accouchement, on doit sauter toutes les questions sur les indications de la césarienne. Et ça permet d'accélérer la saisie. Mais sur Excel, je ne peux pas le faire. Je serai obligé de passer dans les cases de chacune des indications avant d'aller à la case suivante. Et ça va ralentir la saisie des données. Voilà. Le deuxième point, comme je disais, c'est le risque de confondre les lignes et les colonnes. Là, par exemple, je n'ai que quelques variables. Je vais essayer de dupliquer ça pour que vous voyez mieux ce que je veux expliquer. Voilà, très bien. Je vais essayer de dupliquer encore. Là, je remets ça ici. Donc, souvent, quand on fait un masque de saisie sur Excel, ça peut aller jusqu'à 150 variables. Donc, vous avez des longues lignes comme ça, là, qui partent jusqu'au bout. Et si vous avez une centaine de patients, vous aurez aussi des longues, ça va aller en colonne comme ça jusqu'en bas. Et il arrive que parfois, lorsqu'on est en train de saisir, on se perd au milieu ici. Si par exemple, je clique sur cette case, je ne sais pas exactement sur quelle variable je suis. Il va falloir que je remonte là pour vérifier juste le numéro. Je rentre pour saisir. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand je saisis comme ça, peut-être je mets ici masculin, je mets ici âge 20, je peux facilement confondre la colonne de la variable où je me trouve. Je peux mettre là et je me rends compte ici en haut que non, tiens,
Ça, là, ce n'était pas l'âge. Voilà, par exemple, là, j'ai mis 20 alors qu'il s'agissait du sexe. Donc, je vais devoir redescendre et changer pour remettre les éléments dans leur position. Et ça, croyez-moi, ça vous bouffe énormément du temps. On ne devrait pas avoir ce genre de choses pour un masque de saisie. Sans compter que pour les lignes aussi, je peux faire des erreurs. Parce que les numéros d'individus ne sont pas forcément de 1 jusqu'à la suite. Donc, je peux être ici à la ligne numéro 23, par exemple, alors que je suis au patient 30. Et quand je vais saisir là, je peux facilement confondre des lignes, surtout si les cases d'en haut sont vides. C'est des données manquantes, par exemple. Je saisis, je ne sais plus sur quel patient, et là, c'est extrêmement difficile à faire. C'est pour ça qu'en général, ce n'est pas conseillé de saisir ces données dans un fichier Excel. On verra tout à l'heure que pour un masque de saisie, c'est complètement différent. Ce qui se présente à moi est complètement différent. Pour un masque de saisie, normalement, j'ai une fiche pour chaque individu. J'ai une fiche pour chaque individu. Je vais revenir sur l'exemple que j'ai montré la dernière fois. Lorsque j'ouvre un masque de saisie comme celui-ci, que vous devrez avoir à l'écran, vous voyez que pour cet individu, je vais entrer les données directement ici. Ça veut dire que c'est vraiment comme la version papier. Je n'ai pas les données de 5 ou 10 patients à la fois devant moi. J'ai une fiche que je dois remplir pour un seul patient. Et en réalité, ici, on peut intégrer des contrôles. Je peux mettre de telle sorte que quand on répond non à une question, ça saute pour aller directement à d'autres questions qui viennent après. Et c'est ça tout l'avantage qu'on a avec le masque de saisie. Et le fait d'avoir une fiche pour chaque individu fait que je ne vais pas confondre les lignes pour les individus, je ne vais pas confondre les colonnes pour les variables comme on a eu à voir avec le fichier Excel. Et la saisie va se trouver donc bien plus rapide et plus facile à être conduite. Très bien. Je reviens donc sur ce qu'on disait ici. Ce n'est donc pas un fichier Excel. Excel, ce n'est pas le meilleur endroit pour entrer ces données. Également, ce n'est pas un fichier SPSS. Et là, je vais vous montrer pourquoi. Voici par exemple une fenêtre SPSS. On reviendra dessus quand on va parler du logiciel SPSS. Donc, voici par exemple une fenêtre SPSS qui a déjà par rapport à Excel l'avantage que les colonnes restent. Donc, quand je suis en train de mettre là, j'ai directement les noms des variables qui sont là, qu'on peut voir ici. Mais le défaut qui reste le même, c'est que je n'ai pas forcément la ligne que je peux suivre. Regardez par exemple ici. Là, j'ai l'individu numéro 33. Mais lorsque j'avance jusqu'ici, je ne sais plus exactement à quel numéro correspond chaque ligne. Donc, même si je peux facilement retrouver la colonne, je n'ai plus les lignes correspondantes ici. Donc, si je veux entrer les données là, je ne sais pas quel individu c'est. Il va falloir que je rentre ici pour voir 16 correspond à qui. Par exemple, là, c'est 219 avant de venir maintenant ici pour entrer l'information. Et ça prend énormément du temps. Également, on ne peut pas intégrer les sauts dans SPSS. Je ne peux pas, par exemple, décider de dire, OK, comme je disais tout à l'heure, si on répond non à telle question, mon illustration n'est pas visible. C'est peut-être la connexion qui n'est pas très bonne. Voilà, je pense que ça devrait aller Je ne pense pas maintenant. que c'est un problème de... Nous ne voyons pas ton écran depuis, professeur. OK, là, vous voyez mon écran. Non. Oui, oui. Depuis que vous parlez de SPSS, on ne voyait pas. On voit maintenant. OK, maintenant, vous voyez SPSS sur votre écran là. Oui, nous D'accord, voyons très maintenant. bien. Oui, c'est le Merci. style de partage qui n'était pas bon. Donc, je disais, parlant de SPSS, les colonnes ici, ce sont les variables. Donc, on peut voir là, ça c'est une variable, ça c'est une variable. Je peux d'ailleurs aller là, on voit toutes les variables ici. Et l'avantage que j'ai ici par rapport à Excel, c'est que même quand je coulisse vers le bas, les colonnes vont rester. Donc, même étant ici, je sais exactement sur quelle colonne je suis, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure avec Excel. Donc, ici, je peux quand même continuer de voir mes colonnes. Mais je ne peux pas toujours voir les lignes. Par exemple, ici, ça, c'est l'individu numéro 256. Mais quand je parcours là, quand j'arrive ici, je ne sais plus
Ça, c'est quel individu, je ne peux plus savoir exactement. Et c'est pour ça que lorsqu'on va saisir les données dans SPSS, il y a un gros risque de confondre les lignes pendant que je suis en train de saisir mes données. Je disais également, on ne peut pas intégrer les sauts lorsqu'il s'agit de SPSS. Comme la question tout à l'heure sur antécédents médicaux, oui ou non. Si je mets non, je ne peux pas dire à SPSS, il faut sauter telle ou telle autre question. Donc, je vais regarder par exemple là pour vous montrer. Ok, voilà, j'ai les tranches de l'IMC, tranche de la pression artérielle. Bon, voilà. Supposons par exemple que ici, à quel corps de métier appartenez-vous? Supposons par exemple que je voulais que ce soit uniquement les hommes qui répondent à cette question-ci. Donc, je veux que la réponse soit uniquement pour ceux qui ont répondu masculin à la variable sexe. Je ne peux pas intégrer ça comme contrôle dans SPSS. Donc, je vais devoir moi-même à chaque fois vérifier. Alors que dans un masque de saisie normal, je dois pouvoir dire à la machine, si quelqu'un a répondu féminin à sexe, il faut sauter cette question-ci. Et ça me permet d'aller plus rapidement, ce que je n'ai pas avec SPSS. C'est pour ça que SPSS, ce n'est pas le bon endroit pour faire la saisie des données, pour les mêmes raisons que ce que j'ai cité concernant Excel. Également, ce n'est pas un fichier Word. Un masque de saisie, ce n'est pas un fichier Word. Même s'il est vrai que je peux théoriquement saisir mes données dans Word. Si j'ouvre une page Word là, voilà, je vais ouvrir une page Word juste pour montrer un peu et qu'on voit tous ensemble. Voilà, là par exemple, c'est une page Word. En principe, je peux écrire ici patient 1. Donc, s'il faut zoomer un peu là, je peux écrire ici patient 1. Je mets âge, 30 ans. Je mets sexe, masculin. Je mets profession, ainsi de suite, ainsi de suite. Je remplis les réponses pour le patient 1. Ensuite, je vais à patient 2. Je remplis ces informations également. OK, déjà ça va me prendre beaucoup de temps pour saisir. Mais le pire, c'est qu'après, je ne pourrai pas analyser ces données. Je ne peux pas mettre ça dans un logiciel et calculer l'âge moyen, par exemple. Or, c'est là l'une des fonctions du masque de saisie. Donc ça, il ne faut même pas y penser, ni Excel, ni SPSS pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, parlant de masque de saisie, pour pouvoir remplir ces différentes fonctions que j'ai évoquées là, ceci ne fait pas l'affaire. Ce qui va donc nous aider pour atteindre cet objectif, parlant du masque de saisie, premièrement, on a le logiciel CS Pro. Je vais d'abord donner la liste et on va voir ensemble les pour et les contre de chacun de ces logiciels-là. CS Pro qui signifie, pardon, il faut fermer vos micros. Voilà, merci. Donc, je disais CS Pro qui signifie Census and Survey Processing System. Le deuxième logiciel pour le masque de saisie, c'est EpiInfo. Bon, je ne respecte pas un ordre particulier là. Le troisième logiciel, c'est EpiData. Voilà, je pense qu'on peut même s'arrêter à ceux-ci parce que c'est ceux qu'on va voir le plus fréquemment. CS Pro, EpiInfo, EpiData. C'est des logiciels qu'on va souvent rencontrer. Et donc, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients qu'on a pour chacun de ces logiciels. Et si je dis ces logiciels de masque de saisie, c'est simplement parce que ces logiciels-là arrivent à faire tout ce qu'on a cité tout à l'heure, comme les fonctions d'un masque de saisie. Tous ces trois logiciels que j'ai cités là arrivent à le faire. Il y en a certainement d'autres, hein, peut-être des centaines carrément. Mais je prends juste ceux-ci parce que c'est ceux que vous allez souvent rencontrer autour de vous, même avec les collègues, les amis, etc. Donc, c'est pour EpiInfo et EpiData. Voilà. Donc, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces logiciels qu'on a ici. Les avantages de CS Pro. Premièrement, c'est un logiciel qui est gratuit. On va voir tout à l'heure, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Il n'y a rien à payer
pour cela. Deuxième avantage de CS Pro, il est compatible avec tous les logiciels d'analyse. Je vais mettre ici sauf EpiInfo. Vous comprendrez mieux pourquoi tout à l'heure, je vais revenir dessus. Donc, il est compatible avec tous les logiciels qui permettent de faire l'analyse des données. On peut saisir dans CS Pro et faire l'analyse dans ces différents logiciels-là. Un autre avantage, c'est qu'il a un bon interface graphique. J'ai la possibilité de changer la police, les couleurs et tout le reste qu'on peut avoir après. Un bon interface graphique. L'autre avantage, c'est que la taille de la page est illimitée. Voilà. Lorsque je suis en train de concevoir un questionnaire, on le verra quand on va parler de la fiche, je peux mettre autant de questions que je veux sur une page. Il n'y aura pas de problème à cela. Et ça, c'est un gros avantage parce que quand on fait un masque de saisie, il doit reproduire au maximum la fiche de collecte des données papier qu'on a, autant que possible. Et donc, si sur ma première page, j'ai 20 questions, il faudrait que dans mon masque de saisie, la première page ait également 20 questions. Mais avec EpiInfo, par exemple, la taille de la page est limitée. Et je vais devoir, par exemple, changer de page, me mettre juste 10 questions sur la première page et 10 sur la deuxième. Et je commence à m'éloigner de la version papier de mon questionnaire. Donc, c'est pour ça que c'est un avantage de CS Pro d'avoir pas de limite sur la page lorsqu'on est en train de faire son masque de saisie. Ça, c'est les avantages de CS Pro. Maintenant, les inconvénients qu'on a avec CS Pro, et ça, il faut le dire aussi, c'est que ce n'est pas un logiciel d'analyse statistique. Analyse statistique. Voilà. Ça veut dire quoi? J'ai montré un exemple la dernière fois. Quand j'analyse statistique, ça veut dire que je fais des calculs. Calcul en moyenne, pourcentage de sexe, ainsi de suite. CS Pro ne permet pas de faire ça. Lui, il sert uniquement à saisir les données, mais je peux exporter maintenant vers un autre logiciel pour pouvoir faire cette analyse statistique. Et je crois que c'est ça le principal inconvénient, entre guillemets, parce que quand on a le logiciel d'analyse comme SPSS, on peut bien saisir dans CS Pro et exporter après vers SPSS. On peut exporter vers tous les autres logiciels d'analyse qui existent, à l'exception de EpiInfo. Voilà. L'autre inconvénient de CS Pro, c'est que un masque de saisie a environ 10 fichiers. 10 fichiers. Ça ne veut pas dire qu'on peut entrer seulement 10 patients dans un masque. Non, c'est pas ça. Ça veut dire lorsque j'ai un masque de saisie, très souvent ce sera un dossier dans lequel j'ai 10 fichiers. Et tous ces fichiers sont nécessaires pour que le masque de saisie s'ouvre. De telle sorte que si je perds un seul de ces fichiers-là, je ne pourrai plus utiliser mon masque de saisie. Je vais vous montrer un exemple là, un exemple de masque de saisie. Voilà, ceci par exemple. Donc, vous avez probablement mon écran là. Je vais mettre grande icône. Donc, voici un masque de saisie en fait. C'est tout ça là qui constitue un seul masque de saisie. Je crois que là, c'est même 16 fichiers qu'on a. Si je viens supprimer le fichier-ci, je ne pourrais plus ouvrir mon masque de saisie. Donc, ça fait que je suis un peu dépendant de tout le gros dossier qu'on a ici. Alors que dans EpiInfo, par exemple, un masque de saisie, ce n'est que 2 fichiers que j'ai, que je vais pouvoir conserver dans ma machine et pouvoir l'utiliser. Donc, ça également, c'est l'un des inconvénients qu'on a avec CS Pro. Très bien. Maintenant, parlant d'EpiInfo, c'est quoi les avantages qu'on a avec EpiInfo? Voilà. Le premier avantage également, c'est que c'est gratuit. EpiInfo n'est pas payant. Ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est un logiciel de saisie et d'analyse des données. Donc, dans EpiInfo, lorsque je saisis mes données à l'intérieur, je peux directement faire l'analyse statistique dans EpiInfo sans avoir besoin d'exporter vers un autre logiciel. Et ça, c'est un avantage qu'on a avec EpiInfo. Mais on va voir tout à l'heure que l'inconvénient, par contre, c'est que
EpiInfo n'arrive pas à faire toutes les analyses statistiques. Il y a certaines méthodes d'analyse qui ne sont pas applicables. Je vais revenir dessus tout à l'heure lorsque je vais parler des inconvénients pour EpiInfo. OK. L'autre avantage pour EpiInfo, on va dire l'interface graphique. L'interface graphique est moyen. C'est pas très bon, mais c'est pas très mauvais non plus. Voilà, il est vraiment moyen comme interface graphique. Et les inconvénients qu'on a avec EpiInfo, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que certaines analyses ne sont pas possibles. Par exemple, quand on doit faire la régression logistique, on est obligé de quitter EpiInfo pour aller dans un autre logiciel comme SPSS. Et le pire, c'est que parmi les inconvénients de EpiInfo, il n'est pas compatible avec les autres logiciels d'analyse, ni même de saisie des données, comme je l'ai dit tout à l'heure, parlant de CS Pro. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai saisi mes données dans le logiciel EpiInfo, je ne peux pas aller faire l'analyse dans SPSS. Je ne peux pas aller dans Stata. Je ne peux pas aller dans R. Je suis obligé de faire ça à l'intérieur de EpiInfo. Bon, même quand je peux exporter, souvent il faut passer par Excel et puis quitter Excel vers un autre logiciel d'analyse. Et en chemin, on va perdre ce qu'on appelle le codage des informations. Et ça, c'est vraiment la plus grosse limite que moi, je trouve avec EpiInfo et qui me pousse à ne pas beaucoup encourager les gens à l'utiliser comme logiciel, quoiqu'il soit facile à utiliser, mais il reste très limité. Et lorsqu'on a envie de faire des choses un peu plus poussées côté statistique, on se retrouve rapidement limité avec EpiInfo. Et l'autre inconvénient, c'est que la taille de la page est limitée. Donc, quand il me donne une taille de page, je ne peux pas aller au-delà. Et ça fait que je ne peux pas toujours reproduire mon questionnaire exactement comme sur la version papier qu'on a souvent en face de soi. Et pour finir, donc, on va parler de EpiData, qui est également un logiciel de saisie des données, EpiData. Parmi les avantages, bon, déjà, EpiData n'est pas gratuit. C'est un logiciel qui est payant. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est un logiciel qui est payant. Mais le principal avantage d'EpiData, c'est qu'il est très simple. J'allais même dire qu'il est trop simple d'utilisation. En général, dans EpiData, on n'a pas beaucoup de choses qu'on peut modifier. Déjà, on a une seule police d'écriture. Et en général, c'est les écritures bâtons comme sur la calculatrice. On a une seule page. Donc, tout ce que tu vas écrire, ce sera sur une seule page qui, bien sûr, est illimitée. Je ne peux pas changer la couleur, je ne peux pas changer la taille de la page, je ne peux rien changer. Donc, c'est vraiment limité et extrêmement simple à utiliser comme logiciel. Je crois que c'est ça le principal et même peut-être le seul avantage que je peux donner ici pour le logiciel EpiData. Et par contre, parmi les inconvénients, donc, c'est que ce n'est pas un logiciel d'analyse, un peu comme CS Pro. Mais ça, j'ai oublié l'avantage aussi, c'est qu'EpiData est compatible avec tous les autres logiciels, sauf EpiInfo. Donc, ce que j'ai saisi dans EpiData, je peux l'exporter vers SPSS, vers R, vers les autres logiciels pour faire l'analyse statistique. Voilà. Donc, ce n'est pas un logiciel d'analyse statistique. L'interface graphique est mauvais, je dirais ça comme ça. En général, ce n'est pas vraiment beau à voir comme interface graphique pour la saisie des données. Voilà. Bon, la taille de la page aussi est limitée. Ça, c'est un avantage qu'on peut avoir pour EpiData. Donc, c'est ce que je peux dire là concernant les avantages et les inconvénients des différents logiciels de saisie des données. Et je prends vraiment le temps là-dessus pour que vous compreniez. Parce que quand un ami va dire non, moi je travaille dans EpiInfo, c'est facile, il faut bien savoir quel est le revers de la médaille derrière. Et en regardant tout ceci, notre équipe de BMR avons choisi d'utiliser CS Pro, surtout parce que c'est gratuit et c'est compatible avec tous les autres logiciels d'analyse de données. Sans compter l'interface graphique aussi qui est assez intéressante
comme élément à considérer. Et quand je parle de l'interface graphique, on peut ne pas voir l'utilité tout de suite, mais lorsque vous avez 200 fiches à saisir et que vous devez saisir ça sur un écran qui a l'air des anciens ordinateurs de 1995, ça veut dire que ce n'est que les écritures bâton, vous vous fatiguez beaucoup plus rapidement. Quand ce n'est pas beau à voir, très souvent, on va se fatiguer plus, on va se lasser plus, on ne va pas aller plus loin. Or, avec CS Pro, je peux changer les couleurs, changer la police et tout le reste qu'on peut avoir là-dedans. Et ça permet souvent d'avoir plus d'alertes et de pouvoir travailler plus aisément. Et un dernier point peut-être concernant CS Pro particulièrement, qui est un avantage également, c'est que il y a possibilité de saisir des données sur Android. Voilà. Lorsque je collecte mes données sur CS Pro, je peux les entrer directement sur une tablette ou sur un téléphone Android. Et en général, ça va se passer normalement sans souci majeur. À part les éléments que j'ai eu à évoquer la dernière fois qu'il faut bien considérer lorsqu'on décide de faire un masque de saisie numérique directement pour la collecte des données. Donc, voilà les éléments qu'on peut citer concernant le masque de saisie, les différents logiciels à utiliser et la raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser le logiciel CS Pro. Ça, c'est pour les avantages et les inconvénients de ces différents logiciels qu'on peut avoir. Maintenant, comment est-ce qu'on acquiert le logiciel CS Pro? Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir et pour l'installer? Là également, c'est quelque chose qui est assez simple. Je vais partager l'écran de mon navigateur là. Voilà, que vous devriez voir normalement. Donc, je vais simplement sur une page Google. Une page Google tout à fait classique. Et pour télécharger CS Pro, vous allez simplement écrire dans Google Download CS Pro. Je mets simplement comme ça, Download CS Pro. Et je fais entrer. Là, ça va tourner et m'afficher. Vous ouvrez le premier icône, la première page qu'on a ici. Vous voyez bien que ça doit être census.gov parce que c'est là qu'on a le logiciel CS Pro. N'essayez pas de prendre les autres qui sont en bas là. Ils peuvent peut-être le donner, mais ils vont vous contourner beaucoup. Alors que ici, là où vous voyez Census Bureau, le bureau des enquêtes des États-Unis, parce que c'est eux qui ont conçu le logiciel CS Pro, vous cliquez simplement, en général, c'est le premier. Et même si ça vient après, rassurez-vous que c'est bien le census.gov ou Census Bureau. Vous cliquez dessus. Et là, ça va ouvrir donc une nouvelle page pour nous permettre de faire le téléchargement du logiciel. Maintenant, quand vous arrivez sur cette page-ci, ça c'est la page pour télécharger, vous cliquez simplement sur CS Pro Installation Package. Là, on voit que la dernière version, c'est la version 7.5 qui a été mise en ligne le 8 octobre 2020. Voilà. Donc, je clique sur Installation Package. Il va m'amener vers une autre page qui n'est pas utile en fait. Ça, c'est juste pour enregistrer les personnes qui ont eu à télécharger. C'est une page qui est facultative. Donc, vous pouvez cliquer directement ici sur le bouton Skip. Voilà, je clique sur le bouton Skip. Et là, ça va me proposer donc la fenêtre de téléchargement ici. Je crois que vous voyez bien la fenêtre de téléchargement. Ou si vous n'avez pas mis que l'application vous demande toujours avant d'enregistrer, ça va lancer directement le téléchargement du fichier d'installation de CS Pro directement. Donc, je vais cliquer là sur enregistrer le fichier. Bon, il me demande de choisir, je vais enregistrer dans un dossier comme ceci. Voilà. Et là, le téléchargement est terminé. Donc, j'ai mon logiciel CS Pro 7.5 que j'ai téléchargé et qu'il faut simplement installer maintenant. Si je vais dans le dossier où le logiciel a été enregistré, pour que vous voyez exactement de quoi ça a l'air, voilà, donc affichage très grande icône. Lorsque je télécharge le logiciel, il a ce format-ci. Voici l'icône et le nom, c'est CSPro55.exe, tout simplement. Donc, je reprends juste pour qu'on se comprenne bien. Quand je veux télécharger, je vais sur une page Google, j'écris en anglais Download CS Pro
Et là, ça va m'amener sur la première page Google qu'on a eu à voir là. Donc, je la remets juste pour qu'on se retrouve tous. Voilà, je reviens sur ma page Google ici. Donc, j'ai dit, quand on va prendre la première fenêtre ici, Census Bureau, parce que c'est ça le bureau qui a fait le logiciel. Et lorsque je viens sur cette page, je prends simplement Installation Package. C'est ça, c'est en général en bas de la page, Installation Package. Et quand j'ai cliqué dessus, je vais faire Skip ici pour ne pas renseigner ces informations. Et ça lance le téléchargement. Et quand ça télécharge, je vais dans mon dossier de téléchargement et je vais voir le fichier comme ceci. Maintenant, pour installer CS Pro, c'est également assez facile. Je double-clique simplement sur mon logiciel ici, sur le fichier qu'on vient de télécharger. Je double-clique dessus et je vais juste faire suivant, 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 suivant et puis terminer jusqu'à la fin. C'est comme la plupart des logiciels qu'on a. Bon, là, ça met un message d'erreur chez moi parce que j'ai déjà la version 7.5 installée. Voilà, je vais peut-être la désinstaller pour qu'on réinstalle ensemble pour voir exactement comment est-ce que l'installation se fait. Voilà, donc je double-clique ici sur CS Pro 7.5. Je prends oui. Et là, dans la fenêtre qui s'affiche, comme je l'ai dit, on va juste faire suivant, suivant, choisir un emplacement, suivant, suivant, et puis aller terminer. Donc, licence d'agrément, je prends ici I agree. Voilà. Ensuite, donc je mets la fenêtre pour que vous voyez bien. Ensuite, je vais aller à Next. Je peux laisser le dossier d'installation par défaut. Je fais Install. Chose that does not exist. Ok, je vais choisir un autre dossier. Il dit celui-ci est déjà créé. Donc, je vais créer un nouveau dossier là. Bon, ça, c'est des manipulations que ça fait. Ça fait ça juste parce que j'avais déjà CS Pro dans ma machine qui était installée. Et quand vous installez pour la première fois, normalement, vous n'avez pas cette difficulté. Là, il va continuer l'installation jusqu'à la fin et mon logiciel sera installé, tout simplement. En général, ici, je vais juste faire Finish et c'est terminé. Voilà. Et donc, pour retrouver, en fait, mon logiciel que j'ai installé, il suffit que j'aille dans les programmes installés. Vous allez voir que dans les dossiers maintenant, j'aurai un dossier CS Pro 7.5 qui est là avec les différents modules qu'on a pour le logiciel CS Pro. Donc, c'est comme ça qu'on le télécharge et qu'on l'installe dans son ordinateur pour pouvoir l'utiliser pour saisir des données comme on aura à le faire pour la suite. Voilà. Ceci étant dit, on va voir maintenant comment est-ce qu'on crée un masque de saisie dans CS Pro. Déjà, quels sont les compartiments du masque de saisie? Quelles sont les étapes par lesquelles on va passer pour arriver à un masque de saisie comme ce que j'ai eu à vous montrer la dernière fois? Je l'ai dit au début, il y a des points sur lesquels je vais insister. Parce que si vous faites une erreur là-dessus, honnêtement, moi, je vous en voudrais. Tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous faites une erreur, moi, je vais dire on a un problème. Lorsque vous devez créer un masque de saisie CS Pro, ça, il faut le noter avec la couleur la plus vive possible. Commencez par créer un dossier dans lequel les fichiers seront stockés. Ça s'écrit, oui, seront stockés. Ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous pensez à créer un masque de saisie, créez un dossier. Créer un dossier. Je vous ai dit tout à l'heure, dans CS Pro, un masque de saisie, c'est une dizaine de fichiers. Et donc, si vous ne créez pas un dossier dans lequel vous allez mettre tous ces fichiers qui vont être créés, vous allez très rapidement vous retrouver en train d'être perdu. Ça veut dire quoi? Si je veux faire un masque de saisie là, par exemple, je vais montrer un exemple concret pour que vous voyez. Si je veux faire un masque de saisie, en général, mon premier réflexe sera d'aller sur mon bureau. Par exemple, si je veux mettre sur le bureau, de mettre un nouveau dossier que je vais appeler masque de saisie, par exemple BMR.
Et c'est dans ce dossier que je vais faire. Ça veut dire même avant d'ouvrir CS Pro, je crée d'abord mon dossier dans lequel je vais pouvoir enregistrer les données ou les fichiers que je vais créer pour mon masque de saisie. Donc ça, c'est la première étape par laquelle il faut toujours passer lorsqu'il s'agit de faire un masque de saisie. On ne voit pas le masque de saisie. Bon, il faut juste de créer un dossier. Hein. Ce n'est rien de bien particulier. C'est que je crée un dossier. Ça peut être dans mon dossier thèse, dans mon dossier, mes documents ou n'importe où. Mais créer un dossier que vous allez nommer masque de saisie. De telle sorte que si vous voulez même recommencer le masque de saisie, ça veut dire je l'ai fait et à un moment donné, je sens que ça ne correspond pas exactement à ce que je veux refaire, créer un autre dossier à côté et recommencer à l'intérieur. N'essayez pas de venir créer dans le même dossier parce que sinon, à la fin, ça risque d'être vraiment difficile. Vous risquez de vous retrouver avec un dossier dans lequel vous ne savez plus quel fichier appartient à quel masque de saisie, quel fichier est le bon, et ça va être compliqué. Donc, masque de saisie, je commence par faire un dossier. Maintenant, dans CS Pro, les masques de saisie en général, on va le faire en 3 étapes. Je vais vous expliquer ces différentes étapes et c'est ça les 3 modules d'ailleurs qu'on aura à faire pour ce cours-ci-là. Donc, le masque de saisie se fait en 3 étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire de données. C'est de ça qu'on va surtout parler aujourd'hui. Le dictionnaire, c'est quoi? C'est une liste des variables et leurs caractéristiques. Caractéristiques, tout simplement. Donc, quand je veux faire un masque de saisie, on est d'accord sur le fait que c'est à partir d'un questionnaire que je le fais. Et un questionnaire, c'est une série de variables. Donc, j'ai mes variables que je veux collecter de mes patients. CS Pro va d'abord me demander, OK, quelles sont les variables que tu as sur ta fiche? Bon, une variable, c'est une question, hein? C'est un paramètre qui va changer d'un individu à l'autre. Je vais me dire, quelles sont les variables qui sont sur ta fiche? Je vais par exemple dire, j'ai la variable âge, j'ai le sexe, j'ai la profession, j'ai le type de consultation, j'ai l'indication chirurgicale, j'ai le j'aime me retrouver, etc., etc., etc. Donc, il me faut dire à CS Pro quelles sont les variables et mieux encore, quelles sont les caractéristiques de ces variables-là. Est-ce que c'est des variables numériques? Est-ce que c'est des variables alphabétiques? C'est quoi la longueur? On reviendra dessus tout à l'heure quand on va parler du dictionnaire. Oui, on est là à la main levée. On est là. C'est quoi ta question? Oui, on est là. On est là pour Cam. C'est quoi ta question? Oui, merci, prof. Merci, prof. J'ai un souci concernant le CS Pro. Quand on finit d'installer, il y a une page qui apparaît qui demande que créer une nouvelle application ou alors ouvrir une application existante. OK. Oui, là Donc, c'est parce que tu as ouvert déjà le logiciel, n'est-ce pas? Je vais revenir dessus tout à l'heure en parlant du dictionnaire. donc quand on installe le logiciel, il faut faire comment pour y Bon, procéder? il faut ouvrir, bien sûr, mais c'est que je n'ai pas encore abordé le point sur créer un dictionnaire. Je vais faire ça tout de suite et tu vas comprendre en fait où est-ce que tu te trouves maintenant et Ah, comment on va d'accord. Donc, pour continuer. l'instant, je peux d'abord laisser la page là ouverte Oui, oui, comme il faut ça. d'abord laisser ça comme ça là, n'est-ce pas? Ok, Il faut d'abord merci. bien comprendre la structure de CS Pro et c'est ça que je suis en train d'expliquer là. Donc, je disais, le Ok, dictionnaire, merci. c'est la liste des variables et leurs caractéristiques. Je dois dire à CSPO quelles sont mes variables et quelles sont les caractéristiques de ces variables-là, numériques ou alphabétiques. La longueur, c'est combien? On va revoir tout ça tout à l'heure. C'est ça le dictionnaire. La deuxième étape, c'est la fiche de saisie des données, ce qu'on va appeler en anglais Data Entry Form. Voilà. Lorsque j'ai créé les variables dans mon dictionnaire, je vais les utiliser maintenant pour concevoir mon questionnaire. Juste par un cliquer-glisser, on le verra le moment venu. Ça veut dire, j'ai déjà créé comme la boîte à outils pour fabriquer mon questionnaire.
Maintenant, je vais aller dedans moi-même, prendre la question 1, venir déposer sur l'espace qu'on me donne. Prendre la question 2, venir déposer. Question 3, venir déposer. Et reconstituer ma fiche de saisie dans le logiciel CS Pro. C'est par exemple ce que vous voyez ici. J'y arrive là. Ce que j'ai eu à montrer tout à l'heure au début, lorsque je montrais l'exemple de masque de saisie. Voilà, je vais ouvrir ça à nouveau là pour que vous voyez bien lorsque je parle de la fiche de saisie des données pour qu'on se comprenne bien sur ce dont il est question à ce moment-là. Voilà. Donc, la fiche de saisie des données, vous l'avez ici. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez que chaque élément qu'il y a ici, c'est moi qui ai disposé ces éléments-là. Je peux d'ailleurs les déplacer. Mais j'ai fait ça à partir du dictionnaire que j'avais déjà créé. Donc, quand on parle de la fiche de saisie des données, à la base, c'est quelque chose qui est complètement vide. C'est quelque chose qui est à peu près comme ça là. Donc, tout ceci n'existe pas au départ. C'est moi qui mets les éléments dessus pour reconstituer ma fiche de saisie des données. Et c'est ça la deuxième étape. On verra ça lors du prochain cours. C'est ça le prochain point après le dictionnaire. Et la dernière étape, lorsqu'on conçoit le masque de saisie, donc c'est l'application de saisie des données qui va intégrer donc, voilà, l'application de saisie qui va intégrer les logiques et les commandes. Ce que j'ai essayé d'expliquer au début. Si je veux dire au logiciel, quand on a répondu non à telle question, saute tu vas à telle autre question. Quand on a dit ceci, saute tu vas à telle autre. C'est à ce niveau que je vais intégrer tous ces éléments-là et ma fiche de saisie, mon masque de saisie sera prêt à être utilisé. C'est ça les trois étapes qu'on a lorsqu'on veut faire un masque de saisie dans le logiciel CS Pro. Et pour aujourd'hui, on va juste voir le dictionnaire. Comme je l'ai dit, ce sera le premier point. Et chacun aura donc pour exercice de concevoir le dictionnaire pour le questionnaire que je vais vous montrer, qui est déjà dans le plan de cours que j'ai envoyé. Mais surtout pour ceux qui ont une thèse en cours, de concevoir le dictionnaire pour leur propre travail de recherche. Mais gardez à l'esprit que on a ces trois étapes, ces trois éléments qu'il y a lorsqu'on veut concevoir le masque de saisie, le dictionnaire, la fiche de saisie et l'application de saisie des données. Voilà. Maintenant donc, comment est-ce qu'on crée le dictionnaire et comment est-ce qu'on renseigne les éléments à l'intérieur du dictionnaire? Je vais partager mon écran là, tout l'écran, j'espère que vous le voyez. En principe, quand j'installe CS Pro, j'ai le raccourci qui se place au bureau là. J'espère que tout le monde voit mon raccourci. En principe, le raccourci se place au bureau où je peux l'avoir dans les applications installées aussi. Quand je viens là dans CS Pro, vous allez voir, il y a CS Pro 7.5 qui est là. Pas les autres modules qu'il y a à l'intérieur. Il y a Data Entry, Data Viewer, pas tout ça là. CS Pro 7.5 lui-même. Donc, soit ceci, soit le raccourci qui s'est créé sur mon bureau ici. Donc, je vais double-cliquer dessus pour ouvrir. Voilà. Non, on ne voit pas. Je ne sais pas quel problème Priscille a avec son appareil. Mais bon, ce que je dis juste, c'est que le masque de saisie, qu'est-ce que ça raconte? CS Pro, vous l'aurez dans les applications installées. Donc, quand vous avez installé, certainement, je crois que vous avez installé votre logiciel avant, vous allez le voir parmi les applications installées et vous l'ouvrez simplement. Comme toutes les applications, quand on installe, on va les ouvrir. Et normalement, vous avez cet écran qui se présente à vous. Et c'est de ça qu'on est là parlé tout à l'heure. Vous avez cet écran qui s'affiche, qui est en général le premier interface qu'on a. Normalement, chez vous, vous ne devez rien avoir ici. Ça, c'est les fichiers que j'ai ouverts récemment. Ça, c'est les masques de saisie que j'ai eu à faire ou à ouvrir récemment. Mais quand on n'a encore rien fait comme masque de saisie, tout ceci est vide. Et donc, on nous donne le choix. Est-ce qu'on veut créer un nouveau masque de saisie ou est-ce qu'on veut ouvrir un masque de saisie existant? C'est ça, Open an existing application ou bien Create a new application.
Pour le moment, nous, on veut créer un nouveau masque de saisie. Donc, je vais prendre Create a new application. Et même quand il faut ouvrir un masque de saisie existant, en général, on va l'ouvrir à partir du dossier dans lequel on l'aura enregistré, ce n'est pas à partir d'ici. Donc souvent, quand on ouvre CS Pro, à partir même du raccourci qui est sur le bureau, c'est pour créer une nouvelle application. Voilà. Quand je prends Create a new application, je vais faire OK. Et là, il me demande donc quel est le type d'application que je veux créer. Il y a Data Entry Application. Ça, on en a parlé tout à l'heure quand je vous ai donné les différents modules de CS Pro qu'on peut avoir à créer. J'espère que je vais déjà effacer là. Mais on a l'option Data Entry Application. C'est l'application de saisie des données. Ce n'est pas ce qu'on veut faire pour le moment. Parce qu'il nous faut commencer par faire un dictionnaire de données. Ce n'est pas non plus les autres. Si on reviendra sur quelques-uns plus tard, il faut aller sur le bouton Order qu'il y a ici là. Je crois que je peux avoir quelque chose là, Spotlight. J'espère qu'il va me permettre. Oui. Voilà. Donc, vous avez le bouton Order ici, sur lequel il faut cliquer pour voir les autres types d'applications qu'on peut créer. Là, vous voyez que maintenant, ici, j'ai Data Dictionary comme application et j'ai Form Specification quand c'est la fiche de saisie de données que je veux créer à ce moment-là. Donc, les trois éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, l'application de saisie, c'est ça ici. Le dictionnaire, c'est ça ici. Et la fiche de saisie, c'est ce qu'on a là. Mais pour le moment, on va commencer par créer un dictionnaire. C'est pour ça que je vais sélectionner Data Dictionary et puis je vais faire OK. Je reprends pour que tout le monde puisse voir exactement ce que je suis en train de faire là. Je vais refermer et je reviens sur le partage de tout mon écran là. Donc, quand j'ouvre les applications installées là, je vais dans CS Pro, ABC, CS Pro, j'ouvre CS Pro 5.5 et là, je vais choisir ici Create a new application parce que c'est ce que je veux faire actuellement. Donc, je prends Create a new application. Puis, je fais OK. Je choisis ici Order. Là-dedans, je prends Dictionary. Et puis, je vais faire OK. Et il va me demander où est-ce que je veux enregistrer mon dictionnaire. C'est-à-dire le dictionnaire que je suis en train de vouloir créer là. Où est-ce que je veux l'enregistrer? Et vous voyez que si je n'avais pas créé mon dossier au départ, je vais commencer à être coincé ici. Donc, parce que j'ai déjà créé un dossier au départ que j'ai appelé masque de saisie, je vais simplement retrouver ce dossier-là et enregistrer mon dictionnaire à l'intérieur. Celui que j'ai créé tout à l'heure, je l'ai mis sur le bureau. Donc, je vais choisir ici bureau, tout simplement. Et là, j'ai masque de saisie BMR qui s'affiche ici. Je vais double-cliquer dessus. Et là, je suis dans le dossier masque de saisie BMR que j'ai créé. Il me suffit maintenant de donner un nom à mon fichier. Comme quand on crée un nouveau fichier, il faut lui donner un nom. Donc, je vais par exemple écrire ici dictionnaire BMR. Vous pouvez mettre dictionnaire de votre étude, vous pouvez mettre n'importe quoi. Il faut mettre un nom qui renvoie quand même au dictionnaire. Quand j'ai mis dictionnaire BMR, je vais faire enregistrer et le dictionnaire est créé. Mais pour le moment, il est encore vide. C'est pour ça que j'ai cette interface qui se présente devant moi. Le dictionnaire, il est déjà créé, mais il est encore vide. Voilà. Et la preuve, c'est que si je repars dans le dossier qu'on a mis sur le bureau, le dossier dans lequel on est en train de créer ce masque de saisie, vous verrez que dans ce dossier, j'ai déjà un fichier qui est créé là. Il y a un fichier, voilà, j'affiche en très grande icône, qui est dictionnaire BMR qu'on vient de créer. C'est pour ça qu'il faut créer son dossier à l'avance pour qu'en créant mon dictionnaire, que je revienne là et que je puisse le retrouver très facilement ici. Maintenant, on va voir donc les éléments qui rentrent dans le dictionnaire. Quand on a créé un dictionnaire comme celui-ci, comment est-ce qu'on va renseigner les variables et leurs caractéristiques? Et là, on aura bouclé avec le point sur le dictionnaire. Ce que je dis peut avoir l'air un peu long, un peu rébarbatif là, mais je vous garantis que quand vous essayez, quand vous commencez à le faire,
en l'espace de quelques temps, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste des choses qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, et qui vont devenir un peu plus faciles avec le temps.